Imaginez une armée commandée par des loups affamés, faisant face à un troupeau dirigé par des moutons en perruque poudrée. Ce n'est pas une métaphore. C'est exactement ce qui s'est passé au début du XIXe siècle. C'était le choc brutal entre deux mondes. D'un côté, la vieille Europe, où le grade de général était un cadeau de naissance, offert à des princes incompétents, entre deux coupes de champagne. De l'autre, la France, qui venait d'inventer une machine de guerre terrifiante, un système impitoyable où seul le talent permettait de survivre. Nous sommes en octobre 1806. La Prusse possède la réputation militaire la plus effrayante du monde. C'est l'héritage du grand Frédéric. Leurs soldats sont des automates parfaits. Leur discipline est légendaire. Toute l'Europe pense que l'armée française, cette horde issue de la Révolution, va se briser contre le mur de fer prussien. Pourtant, en quelques heures seulement, lors des batailles d'Iéna et d'Auerstedt, la légendaire armée prussienne est non seulement battue, elle est pulvérisée, elle est humiliée. Des forteresses entières se rendent sans tirer un coup de feu. Des maréchaux prussiens fuient comme des lapins. Le philosophe Hegel, voyant Napoléon passer sous ses fenêtres, a cru voir l'âme du monde à cheval. Mais ce n'était pas de la magie. Et ce n'était pas seulement le génie d'un seul homme, Napoléon. Non. La vérité est plus froide, plus calculée. Si la France a mis l'Europe à genoux, c'est parce qu'elle a industrialisé la victoire. Pendant que ses ennemis jouaient aux échecs avec des règles médiévales, la France avait changé le jeu. Elle ne cherchait pas des ducs ou des comtes, elle cherchait des prédateurs. Elle a créé un système secret, une véritable fabrique de génie, capable de transformer des fils de boulanger, de tonneleurs ou de notaires en les plus grands stratèges de l'histoire. Ici, sur l'héritage de fer, nous allons ouvrir le capot de cette machine infernale. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la chance ou le nombre. Vous allez découvrir comment la France a remplacé le sang bleu par la matière grise et comment une génération de jeunes officiers français, formés par la science et la fureur, a littéralement réécrit l'art de la guerre, laissant les rois de l'Europe, stupéfaits, pleurer sur leurs trônes en ruine. Préparez-vous, car nous plongeons au cœur de la matrice impériale. Pour comprendre la violence de ce choc, il faut d'abord disséquer le cadavre de l'ennemi. Il faut regarder ce qu'il y avait en face de la France, dans les états-majors de Vienne, de Berlin ou de Saint-Pétersbourg. À cette époque, l'armée n'est pas une profession, c'est un club privé. C'est le domaine réservé de la haute noblesse. Dans l'Autriche impériale ou la Prusse royale, on ne devient pas officier supérieur parce qu'on est brillant, courageux ou visionnaire. On le devient parce que l'on possède les quartiers de noblesse requis. C'est une caste fermée, obsédée par l'étiquette, la poudre de riz et l'ancienneté. Imaginez un instant l'absurdité de la situation. Un général autrichien, pour commander, doit avant tout avoir le bon nom de famille. S'il est incompétent, ce n'est pas grave, son rang le protège. S'il perd une bataille, il se replie dans ses terres avec sa pension. Il n'y a aucune conséquence réelle à l'échec, car le système est conçu pour protéger les privilèges, pas pour gagner des guerres. Ces hommes voient le champ de bataille comme un échiquier élégant, régi par des codes d'honneur désuets hérités du siècle précédent. Ils font la guerre en dentelle. Ils avancent lentement, avec des colonnes de bagages interminables, transportant leur vaisselle en argent, leur maîtresse et leur garde-robe, incapables de concevoir la vitesse ou la brutalité. Leur commandement est gérontocratique, c'est le règne des vieillards. Prenez le duc de Brunswick, qui commande les Prussiens en 1806. Il a 71 ans. Il a appris la guerre 40 ans plus tôt. C'est un fossile vivant qui affronte des maréchaux français qui ont la trentaine,
qui ont faim et qui sont au sommet de leur puissance physique et intellectuelle. L'Europe monarchique souffre d'une sclérose mortelle. Elle confond l'expérience avec la sénilité. Elle pense que la tradition suffit à arrêter les boulets de canon. C'est une arrogance qui va leur coûter des empires. Et face à cette arrogance, la France n'a pas seulement changé de régime politique, elle a subi une mutation génétique forcée. Tout commence par une purge brutale et nécessaire. La Révolution française a agi comme un incendie de forêt, terrifiant, destructeur, mais qui fertilise le sol pour une croissance nouvelle. Lorsque la Révolution éclate, la majorité des officiers nobles, ceux qui tenaient les rênes de l'armée royale, désertent. Ils fuient à l'étranger, emportant avec eux leur savoir-faire médiocre et leur arrogance. L'armée française se retrouve décapitée. Il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de chef. Le vide est total. Et la République est assiégée de toutes parts. C'est une question de vie ou de mort. La France n'a pas le choix. Elle doit trouver des chefs, tout de suite et n'importe où. C'est ici que le miracle se produit. C'est ici que naît la fabrique des génies. Puisqu'on ne peut plus recruter sur le nom, on va recruter sur le talent. La loi du sang est abolie, remplacée par la loi du mérite. C'est la proclamation célèbre. Tout soldat porte dans sa giberne le bâton de maréchal. Ce n'est pas juste un slogan de propagande, c'est une réalité économique. Si vous savez lire une carte, si vous savez calculer une trajectoire d'artillerie, si vous avez le courage de mener des hommes sous la mitraille, vous monterez en grade. Peu importe que votre père soit cordonnier ou paysan. Cette ouverture crée un appel d'air gigantesque. Des milliers de jeunes hommes qui auraient croupi comme sous-officiers dans l'ancien monde voient soudain les portes de la gloire s'ouvrir en grand. L'ambition se déchaîne. C'est un darwinisme militaire à l'état pur. Les faibles meurent ou sont limogés. Les incompétents sont impitoyablement écartés, parfois guillotinés par les représentants du peuple s'ils échouent. Il ne reste que les forts, il ne reste que les prédateurs les plus adaptés. Mais l'ambition ne suffit pas. Il faut de la technique. Et c'est là que la France déploie sa deuxième arme secrète, l'éducation scientifique de la guerre. Alors que les jeunes nobles prussiens apprennent l'escrime et la danse de salon, la France crée l'école polytechnique. Elle transforme la guerre en une science exacte. On ne parle plus d'héroïsme aveugle, on parle de géométrie, de topographie, de logistique. Les nouveaux officiers français sont des ingénieurs du chaos. Ils apprennent à déplacer des corps d'armée comme on résout une équation. Ils calculent la vitesse de marche, le poids des vivres, l'angle de tir optimal. Napoléon lui-même est un artilleur, un mathématicien. Il ne regarde pas le champ de bataille comme un tableau romantique, mais comme une grille de données à exploiter. C'est un changement de paradigme total. L'officier français de cette nouvelle génération est un professionnel. Il vit pour la guerre, il étudie la guerre, il respire la guerre. Il dort dans la boue avec ses hommes, il mange la même soupe infâme, il partage leurs souffrances. Cela crée un lien indéfectible, une cohésion que les armées d'automates autrichiens, battus à coups de bâton par leurs officiers nobles, ne peuvent même pas imaginer. Le contraste est saisissant. D'un côté, vous avez une armée de métier, rigide, lente, commandée par une aristocratie oisive qui méprise ses propres soldats. De l'autre, vous avez une nation en armes, fluide, rapide, commandée par une élite intellectuelle et guerrière sélectionnée par l'épreuve du feu. C'est la rencontre entre une horloge ancienne, belle mais fragile, et un marteau-pilon industriel. La France a ainsi créé une méritocratie féroce. Pour survivre dans l'armée de Napoléon, il fallait être exceptionnel.
La médiocrité n'était pas une option, c'était une condamnation. Ce système a filtré une population de 30 millions de Français pour en extraire, goutte à goutte, l'essence la plus pure du génie militaire. Et c'est ce distillat de talent pur qui va se déverser sur l'Europe. Des hommes comme Lannes, comme Soult, comme Masséna ou Davout. Ils ne sont pas nés pour commander, ils se sont construits pour vaincre. Et quand ces hommes-là se retrouvent face aux vieilles perruques de l'Europe, le résultat n'est pas une bataille, c'est un massacre. Prenons un exemple concret pour illustrer cette supériorité mentale. Regardons de plus près l'année 1805. L'Autriche, sûre de son bon droit, envoie le général Mack von Leiberich en Bavière. Mack est l'archétype du général d'Ancien Régime. Il est théoricien, il est pédant. Il est persuadé que la guerre se joue dans les livres. Il déploie ses troupes autour de la ville d'Ulm et il attend. Il attend que Napoléon vienne à lui, comme les règles de la guerre civilisée le voudraient. Mais la grande armée ne joue pas selon ces règles. Pendant que Mack attend de pied ferme, les corps d'armée français, commandés par ces nouveaux généraux scientifiques, réalisent une manœuvre d'encerclement d'une ampleur jamais vue. Ils marchent 2 fois plus vite que ce que les manuels autrichiens jugent possible. Ils surgissent là où ils ne devraient pas être. Ils coupent les lignes de ravitaillement. Ils isolent les forteresses. C'est une mécanique de précision. Chaque maréchal français sait exactement ce qu'il a à faire, sans avoir besoin d'attendre un ordre signé de l'empereur toutes les 5 minutes. Ils ont l'autonomie, l'intelligence tactique. En face, Mack est paralysé. Son cerveau n'arrive pas à traiter les informations. Ses paradigmes s'effondrent. Il est encerclé avant même d'avoir tiré un coup de fusil. La reddition d'Ulm n'est pas une défaite militaire classique. C'est la faillite intellectuelle d'un système. Mack rend son épée à Napoléon avec 25 000 hommes intacts. 25 000, capturés par la seule force de la manœuvre. C'est cela, la fabrique des génies à l'œuvre. Ce n'est pas seulement gagner, c'est rendre l'ennemi impuissant par la seule supériorité de la pensée et de l'exécution. Mais Ulm n'était que l'échauffement. La véritable démonstration, la preuve ultime que le système français avait produit des surhommes, allait avoir lieu l'année suivante, face à la Prusse, dans un double affrontement qui défie encore l'entendement. C'est là que nous allons voir un seul homme, un pur produit de cette méritocratie, briser l'échine d'une armée entière. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut s'intéresser à un homme en particulier. Il ne ressemble pas à un héros de roman. Il est chauve, myope, sévère, et porte des lunettes rondes qui lui donnent l'air d'un professeur de mathématiques strict. Il est peu aimé de ses soldats, car il est d'une exigence terrifiante. Son nom est Louis-Nicolas Davout. Et il est, sans le moindre doute, le chef-d'œuvre absolu du système français. Davout n'est pas un sabreur fougueux comme Murat, ni un héros tragique comme Ney. C'est un ordinateur vivant. Issu de la petite noblesse bourguignonne, il a embrassé la Révolution avec ferveur, parce qu'elle résonnait avec son obsession de l'ordre et de la justice. Il a étudié, travaillé, poncé ses connaissances militaires jusqu'à la perfection. Il incarne cette nouvelle race de guerriers, l'intellectuel tueur. Le 14 octobre 1806, le destin place Davout face à l'épreuve ultime. L'armée française s'avance en Prusse. Napoléon, croyant faire face au gros de l'armée ennemie à Iéna, rassemble ses forces principales. Il envoie Davout et son seul 3e corps, environ 27 000 hommes, contourner l'ennemi par le nord, vers un lieu dit Auerstedt. Napoléon se trompe. À Iéna, il n'affronte en réalité que l'arrière-garde prussienne, le véritable corps de bataille ennemi,
l'élite de l'armée du roi Frédéric Guillaume III, 63 000 hommes, commandés par le duc de Brunswick en personne, se trouve face à Davout. La situation est cauchemardesque. Davout est seul, isolé dans la brume du petit matin. Il est à 1 contre 3. Pire, il est face à la célèbre cavalerie prussienne, celle de Blücher, réputée invincible. Selon toute logique militaire, selon tous les manuels de guerre de l'époque, Davout est mort. Il doit battre en retraite immédiatement ou se faire massacrer. N'importe quel général autrichien aurait rendu son épée. N'importe quel prince prussien aurait paniqué. Mais Davout ne panique pas. Il ajuste ses lunettes. Il observe le terrain. Il ne voit pas 63 000 ennemis. Il voit des vecteurs, des angles, des opportunités. Il sait que ces hommes, le 3e corps, sont les mieux entraînés du monde. Il les a formés lui-même, jour après jour, avec une rigueur maniaque. Ils savent tirer plus vite, marcher plus vite, se reformer en carré plus vite que n'importe qui. Davout a transformé ses soldats en une extension de sa propre volonté. La bataille d'Auerstedt commence. C'est un ouragan de violence. La cavalerie de Blücher charge, vague après vague, hurlant, sabre au clair, certaines d'écraser cette ligne d'infanterie française trop mince. Mais les carrés de Davout ne bougent pas. Ils sont comme des rochers de granit dans une tempête. Ils attendent le dernier moment. Feu! Les salves claquent avec une régularité mécanique. Les cavaliers prussiens s'effondrent par centaines. Blücher, furieux, ne comprend pas. Comment ces fantassins peuvent-ils tenir? Pendant ce temps, le vieux duc de Brunswick, le commandant en chef prussien, est dépassé. Il essaie de commander comme au XVIIIe siècle en paradant. Une balle de mousquet français le frappe en plein visage, lui crevant les 2 yeux. Le commandement prussien est décapité. C'est la panique au sommet. Mais la masse des soldats prussiens est encore là, immense, pressante. C'est à ce moment précis que le génie de Davout éclate. Au lieu de simplement se défendre, ce qui serait déjà un exploit, il décide d'attaquer. Attaquer à 1 contre 3, c'est de la folie pure pour un observateur extérieur. C'est de la science pour Davout. Il a repéré que les lignes prussiennes sont mal coordonnées, qu'elles hésitent. Il lance ses divisions, Morand, Friant, Gudin, 3 autres noms oubliés qui méritent la légende, à l'assaut. Les soldats français, galvanisés par le calme olympien de leur chef, se battent comme des démons. Ils avancent en chantant, bousculant des masses 3 fois supérieures. Davout est partout, au cœur de la mêlée, son uniforme déchiré, mais l'esprit toujours aussi clair. Il dirige chaque régiment comme on place des pièces sur un échiquier. Il ne gaspille pas une vie, pas une cartouche. Au soir du 14 octobre, l'impensable s'est produit. L'armée principale prussienne n'est pas juste repoussée. Elle est en déroute totale. Elle fuit. Davout, le myope, le rigide, a vaincu l'armée du grand Frédéric. Il a perdu 7 000 hommes, mais il en a mis hors de combat 13 000 chez l'ennemi et a provoqué la dissolution morale de toute la force adverse. Quand Napoléon apprend la nouvelle, il ne veut pas y croire. « Votre maréchal voit double », s'exclame-t-il, pensant que Davout a compté les ennemis 2 fois. Mais les rapports arrivent, les drapeaux capturés s'empilent. L'empereur doit se rendre à l'évidence. Son subordonné a réalisé l'un des plus grands exploits tactiques de l'histoire militaire universelle. Davout n'a pas gagné par chance. Il a gagné parce que le système français a permis à un talent pur de s'exprimer, là où le système prussien avait placé un vieillard incompétent à la tête d'une armée d'automates. Auerstedt, c'est la victoire du professionnalisme sur l'amateurisme aristocratique. C'est la preuve sanglante que la compétence,
est la seule véritable noblesse du soldat. Et ce qui est terrifiant pour l'Europe, c'est que Davout n'est pas une exception isolée. Il est le sommet de la pyramide, certes, mais la base est tout aussi solide. Regardez Lannes, le fils d'un palefrenier, devenu duc de Montebello, un meneur d'hommes capable de retourner une bataille par son seul charisme, comme à Friedland. Regardez Masséna, l'enfant des rues de Nice, contrebandier, devenu le chéri de la victoire, capable de tenir Gênes affamés contre toute une armée autrichienne ou de sauver la mise à Aspernesling. Regardez Ney, le fils de tonnelier, le brave des braves, dont le courage physique défie la raison. Ces hommes forment une meute, une fraternité de talents forgée dans le feu. Ils se connaissent, ils se jalousent parfois, ils se détestent même, mais sur le terrain, ils parlent le même langage, celui de la vitesse, de l'audace calculée et de l'initiative. En face, les généraux de la coalition sont des étrangers les uns pour les autres. Ils parlent des langues différentes, servent des souverains différents et passent leur temps à se disputer la préséance protocolaire. Un général russe refusera d'obéir à un général autrichien parce qu'ils se considèrent de plus haute lignée. Pendant qu'ils débattent de leurs arbres généalogiques, les maréchaux français ont déjà franchi le fleuve et pris position sur leurs flancs. L'effet multiplicateur de cette concentration de talents est dévastateur. Napoléon n'a pas besoin d'être partout. Il peut détacher un Lannes ou un Davout et savoir que le flanc sera tenu, voir que l'ennemi sera écrasé sans son intervention directe. C'est une décentralisation du génie. L'armée française devient une hydre à plusieurs têtes, et chaque tête est capable de mordre mortellement. Imaginez la terreur psychologique pour l'ennemi. Vous pensez avoir fixé Napoléon quelque part, et soudain, surgissant de nulle part, un corps d'armée commandé par Soult vous tombe dessus avec une précision diabolique. Il n'y a aucun répit. La guerre est devenue totale, permanente, omnidirectionnelle. Les souverains européens, dans leurs palais dorés, ne comprennent pas. Ils changent leurs généraux, ils réforment leurs uniformes, ils augmentent leurs effectifs. Mais ils continuent de perdre. Ils perdent à Austerlitz, ils perdent à Jena, ils perdent à Friedland, ils perdent à Wagram. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de voir la vérité en face. Ils refusent d'admettre que leur système social est obsolète. Ils ne peuvent pas accepter l'idée qu'un roturier français puisse être intrinsèquement supérieur à un prince de sang royal. C'est une barrière mentale qu'ils mettront 20 ans à briser. Il faudra des années d'humiliation, des capitales occupées, des traités honteux, pour que la Prusse, la première, comprenne la leçon. Après la catastrophe de 1806, des réformateurs prussiens, comme Scharnhorst et Gneisenau, vont copier le modèle français. Ils vont dire à leur roi, « Si nous voulons vaincre la France, nous devons devenir comme la France. » Ils vont ouvrir l'armée aux roturiers, créer une école de guerre, introduire le mérite. Ils vont créer le futur état-major allemand. C'est l'hommage ultime du vice à la vertu. La France a tellement bien réussi qu'elle a forcé ses ennemis à se transformer pour ne pas disparaître. Mais pendant cette décennie dorée, de 1800 à 1812, la fabrique des génies a tourné à plein régime, produisant une épopée que le monde ne reverra sans doute jamais. Une époque où la gloire était à portée de main pour quiconque avait l'audace de la saisir. Cependant, toute machine, aussi parfaite soit-elle, finit par s'user. Et le destin de ces titans, forgés dans la victoire, allait aussi se sceller dans la tragédie. Car même les génies ne peuvent pas vaincre la géographie et l'hiver infini. Mais l'héritage qu'ils ont laissé, lui, est impérissable.
mais l'héritage qu'ils ont laissé dépasse de loin les frontières des champs de bataille enneigés de Russie ou des plaines boueuses de Waterloo. Ce que ces hommes ont accompli, c'est la démonstration éclatante que l'esprit humain, lorsqu'il est libéré des chaînes de la naissance et du privilège, est capable de miracles. Ils ont prouvé que la grandeur n'est pas un héritage, mais une conquête. Regardez ce qu'ils sont devenus. Ces fils du peuple sont devenus princes, ducs, rois. Murat, fils d'aubergiste, devient roi de Naples. Bernadotte, fils d'avocat, devient roi de Suède et fonde une dynastie qui règne encore aujourd'hui. Ce n'était pas seulement une ascension sociale, c'était un bouleversement cosmique. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le mérite pur avait renversé l'ordre établi des choses. Et cet héritage est gravé dans la pierre, littéralement. Marchez, aujourd'hui, dans Paris. Levez les yeux. Les boulevards, les avenues, les ponts portent leur nom. Boulevard Davout, avenue de Wagram, pont d'Iéna, l'Arc de Triomphe est leur hôtel. Leurs noms sont inscrits sur ces piliers, veillant éternellement sur la ville qu'ils ont couverte de gloire. Ils sont devenus les nouvelles divinités d'une mythologie nationale, remplaçant les saints et les rois d'autrefois. Mais au-delà des monuments, c'est l'esprit militaire mondial qui a été marqué au fer rouge. Toutes les armées modernes, de West Point à Sandhurst, en passant par Saint-Cyr, sont les filles spirituelles de cette révolution. L'idée qu'un officier doit être éduqué, qu'il doit être sélectionné sur ses capacités intellectuelles et physiques, que l'état-major est le cerveau de l'armée, tout cela vient d'eux. Tout cela vient de cette décennie de fureur où la France a appris au monde comment faire la guerre. Alors, la prochaine fois que l'on vous parlera de l'histoire de France, ne pensez pas seulement au château et au roi. Pensez à Davout, ajustant ses lunettes face à la charge prussienne. Pensez à l'âne courant sous la mitraille à Essling. Pensez à cette incroyable fabrique des génies qui a pris des hommes ordinaires et les a transformés en légendes. Ils n'étaient pas parfaits. Ils étaient ambitieux, parfois cruels, souvent orgueilleux. Mais ils étaient vivants. Ils brûlaient d'une flamme que la vieille Europe aristocratique avait oubliée depuis longtemps. Ils ont montré qu'une nation, lorsqu'elle croit en ses talents et qu'elle brise les barrières de la médiocrité, peut défier le monde entier et gagner. C'est cela, le véritable héritage de fer. Une leçon de volonté, d'intelligence et de courage qui résonne encore 2 siècles plus tard. Et vous, parmi ces titans, lequel incarne le mieux selon vous cette rage de vaincre? Est-ce Davout, le cerveau froid et implacable? Est-ce Ney, le cœur brûlant et indomptable? Ou peut-être un autre héros oublié de cette épopée? Dites-le nous dans les commentaires, le débat est ouvert. Et si vous voulez continuer à découvrir les secrets de notre histoire militaire, ceux qu'on ne vous apprend pas à l'école, abonnez-vous à la chaîne. L'histoire est une arme. Apprenez à vous en servir. À la prochaine sur l'héritage de fer. Car au final, que nous disent ces fantômes glorieux lorsqu'on tend l'oreille? Ils nous disent que la fatalité n'existe pas. Ils nous rappellent que la France n'est jamais aussi grande, jamais aussi redoutable que lorsqu'elle brise ses propres chaînes pour laisser s'exprimer le talent pur. Cette fabrique des génies n'était pas seulement une réforme militaire, c'était une révolution mentale. Elle a prouvé qu'un peuple libre, guidé par la compétence et l'honneur, peut renverser des montagnes et faire trembler des empires millénaires. Ces maréchaux, ces soldats, ces stratèges ne sont pas des reliques poussiéreuses enfermées dans des musées. Ils sont une part de nous. Ils sont la preuve vivante de ce que nous sommes capables d'accomplir lorsque nous refusons la médiocrité.
l'audace de Davout, la fougue de Lannes, l'intelligence de Suchet, tout cela coule encore dans les veines de ce pays. C'est un héritage lourd à porter, car il nous oblige à l'excellence, mais c'est le plus beau des fardeaux. Cette mémoire est un combat. Chaque jour, nous luttons pour que ces histoires ne sombrent pas dans l'oubli, pour que cette grandeur continue d'inspirer les générations actuelles. C'est une mission qui demande des ressources, du temps et de la passion. Si vous ressentez cette fierté vibrer en vous, si vous croyez en la valeur du travail que nous accomplissons pour restaurer notre panthéon national, vous pouvez jouer un rôle décisif. Vous avez le pouvoir de soutenir directement notre chaîne en devenant membre sponsor via le bouton « Rejoindre » situé juste sous cette vidéo. En rejoignant nos rangs, vous ne faites pas que financer une vidéo, vous financez la prochaine campagne. Vous nous donnez les munitions nécessaires pour produire des contenus toujours plus ambitieux, plus visuels et plus percutants. C'est grâce à votre soutien que l'héritage de fer peut continuer à mener cette bataille culturelle. Merci à ceux qui ont déjà répondu à l'appel et qui forment notre garde rapprochée. L'histoire n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Rompez les rangs.